Les années nous parlent. Cette entrevue a été réalisée dans le cadre du projet Les années nous parlent, un projet financé conjointement par le ministère du Patrimoine canadien et l'Assemblée francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique. Nous nous entretenons aujourd'hui avec Yvette Brett, fondatrice du Centre francophone de Campbell River et enseignante de français dans la région de Campbell River aussi. Donc, bonjour Yvette. Bonjour. Alors, racontez-moi un peu qu'est-ce qui vous a amené d'abord dans la région de Campbell River. Eh bien, nous avons débuté comme immigrants en Saskatchewan et la vie était assez rude en Saskatchewan, comme tout le monde le sait. Alors, on a mis des annonces dans les journaux et on nous a offert des emplois par ici en Colombie-Britannique et on n'a jamais regretté venir dans cette région-ci. Et vous êtes originaire d'où à la base? Je suis de Belgique. J'ai marié un Anglais d'Angleterre et j'ai habité en Angleterre pendant 3 ans. Et donc, on parle de quelles années? C'était à quelle époque? On parle des années... on s'est marié en 56. Ma première année en Angleterre en 57 et en 58 on s'est retrouvés au Canada. C'était une annonce qu'on avait vue en Angleterre. Moi je n'aimais pas trop l'Angleterre. Alors j'ai persuadé mon mari de voyager et d'arriver ici en Colombie-Britannique, au Canada, et on n'a jamais regretté. Alors, vous êtes arrivés ici tous les deux comme enseignants, si j'ai bien compris. Non, mon mari n'était pas enseignant. Il est allé à l'université pendant 1 an quand il est arrivé ici. Ben, d'abord, il a pris un travail pour nous sortir de la dette, quoi, ou de tous nos dépenses, parce que nos voyages n'étaient pas payés pour venir au Canada. On payait pour les immigrants de l'Australie, mais par bonheur, on a choisi le Canada, même si on devait payer notre passage. Et alors, il a travaillé pendant 1 an dans toutes sortes de choses en Saskatchewan. C'était une expérience incroyable. On était pionniers, enfin, parce que on était très bien vus dans la communauté, parce que bon, on était de l'Europe, et puis c'était quelque chose de spécial. Tout le monde était extrêmement gentil. Alors la Saskatchewan, c'était une vie en anglais? C'était une vie en anglais, c'était en plein dans... Moi j'avais une école à 10 niveaux, c'était de la première à la 10e année. Les plus âgés faisaient la correspondance et moi j'enseignais les 8 premières années dans une école à plusieurs niveaux. Et ça, c'était une autre expérience, un autre livre à écrire. Donc, après un moment, ça a été assez de la Saskatchewan? Oui. Et comme je dis, ça a été assez facile de prendre des emplois ici en Colombie parce qu'il y avait une pénurie de professeurs à ce moment-là. Et moi, ils m'ont accepté tout de suite et on s'est trouvés en Colombie-Britannique sur une petite île, l'île de Quadra, où j'ai commencé avec des élèves de 5e et 6e année. Et est-ce que vous enseignez le français? Non, à ce moment-là, j'enseignais l'anglais, même si je ne parlais pas l'anglais comme aujourd'hui, évidemment. Je parlais un anglais d'Angleterre pour commencer, mais on se comprenait. Et puis, un tiers des élèves aussi étaient autochtones. Il y a une large communauté d'autochtones sur l'île de Quadra. Et ça aussi, c'était une expérience, quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Alors, j'ai dû m'adapter à leur culture, leur façon de faire, enfin, tout ça. Beaucoup d'expérience là-dedans. Oui. Et à partir de quand est-ce que vous avez enseigné le français? Alors, ils ont trouvé que, bon, je venais de Belgique et je parlais français. Ils voulaient un professeur de français à l'école secondaire à Campbell River. Et c'est comme ça que je me suis trouvée pour 8 ans à Campbell River à enseigner le français au niveau secondaire.
ce que je n'aimais pas trop. Et à ce moment-là, à quoi ressemblait la communauté francophone à Campbell River, s'il y en avait une? Je ne connaissais personne. Par le fait que j'étais belge, je ne connaissais personne qui parlait français. Au fond, au début. Après, j'ai rencontré quelques personnes, mais pas vraiment. On était plutôt anglicisés. Comme d'ailleurs toute la communauté francophone ici, après, j'ai trouvé, était anglicisée et certains avaient même changé leur nom. Guy Martin devenait Guy Martin et des choses comme ça parce qu'il n'était pas bien vu à l'usine, au moulin où il travaillait. Et donc, l'association, quand elle est arrivée, c'était une bonne chose parce que ça leur a permis de reprendre leur français et de pratiquer leur français qu'ils ne pratiquaient plus depuis longtemps. Et ils n'osaient pas le pratiquer non plus. Ils avaient un certain complexe que je n'avais pas moi parce que, bon, j'étais pas québécoise, donc c'était pas politique pour moi. C'était ma langue, je le parlais. Je m'en foutais de ce que les gens pensaient, mais les Québécois étaient un peu plus réticents à parler leur langue à ce moment-là, dans ces années-là. Oui, oui, c'était une époque où c'était moins bien reçu. Oui. Et qu'est-ce qui vous a amené à fonder le Centre francophone? Comment ça a commencé? Eh bien, justement, j'enseignais au collège à ce moment-là et mon directeur m'avait dit... ils venaient d'ouvrir leurs portes aussi comme collège, le North Island College. Et ils voulaient probablement ouvrir toutes sortes d'ouvertures pour des étudiants français ou anglais ou anglophones. Et ils m'avaient donné le mandat de fonder, de commencer un club francophone. Mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de groupe organisé à ce moment-là parce que les gens essayaient de se cacher comme francophones, ils n'étaient pas ouverts. Et j'ai dû demander de l'aide à l'église. J'ai assumé qu'ils étaient catholiques, alors je suis allée voir le curé, il m'a donné une liste et m'a demandé de ne pas publier le fait que j'avais reçu la liste, mais c'est comme ça que j'ai téléphoné à plusieurs personnes et c'est comme ça qu'on a commencé. J'ai mis une annonce dans le journal et pour trouver un directeur, parce que moi je n'étais pas matériel de directeur à ce moment-là, j'étais trop timide et je me demandais si quelqu'un aurait pu assumer le travail d'un directeur. Et j'en ai trouvé un et nous avons eu une réunion avec, je pense il y avait une trentaine de personnes, oui, qui avaient lu l'annonce et qui sont venus nous trouver. Et quelles étaient les premières activités que vous avez faites? Eh bien, c'était plutôt... moi, je voulais un groupe social plutôt où on pouvait s'entretenir en français. Et alors, on avait des petites tables rondes avec des nappes à carreaux rouges, je me rappelle. C'était un endroit où on venait prendre le café. On avait un petit... Au début, c'était dans mon bureau du collège, mais après, on a loué un petit endroit et c'était très sympathique, on y parlait. Et puis alors, on a eu beaucoup de danses. On pensait qu'on pourrait se faire un peu d'argent en organisant des danses, mais on n'a jamais fait assez d'argent pour se faire valoir, quoi. Mais c'était amusant et on rassemblait beaucoup de personnes. Donc c'était la danse sociale? La danse sociale, oui. Le cha-cha, la valse et tout. Oui. Et puis alors, à ce moment-là, je suis aussi allée enseigner dans l'immersion. Parce que l'immersion, j'avais aussi essayé de rejoindre le groupe de parents qui voulaient l'immersion à Campbell River. Et on avait réussi à avoir plusieurs classes d'immersion. Et j'enseignais dans l'immersion à ce moment-là. Alors on avait un petit groupe de danse canadienne-française parce que moi j'étais très intéressée, plus intéressée que les francophones au fond, à l'ancienne danse. Alors j'avais des petits costumes pour les enfants et
mes deuxième année, on les emmenait à l'hôtel de Discovery in Campbell River pour faire des petites démonstrations de danse folklorique canadienne. Oui. D'accord. Avec la musique, moi je l'appelais de la musique irlandaise, mais les francophones disaient non, c'est québécois. Mais c'était le reel de ça et ça, et puis c'était très irlandais. C'est vrai que c'est très québécois pour moi, parce que je suis québécoise, et c'est vrai que ça fait partie de notre culture. Justement, oui. Mais enfin, c'est comme ça qu'on s'est ouvert à beaucoup plus d'activités. On avait des cahiers de Pâques ici, pour les enfants à Pâques. On avait la visite du Père Noël, on avait toutes sortes de choses, enfin, pour les fêtes familiales. J'avais fait venir des films de l'Alliance française. À ce moment-là, il n'y avait pas d'autre moyen de se procurer des films. Alors, à un moment, c'était toujours des films français de France. Alors, les gens me disaient, pourquoi ce sont toujours des films de France? Je dis, oui, mais c'est ce qu'on nous donne, c'est comme ça. On a aussi ouvert une bibliothèque qui nous avait été offerte par l'Alliance française, encore une fois. Mais c'était des livres plutôt des comment devenir riche, comment ceci, psychologique, enfin toutes sortes de livres qu'eux ne pouvaient utiliser. Et puis ils nous envoyaient ça. Et c'était l'Alliance française de Vancouver? De Vancouver, oui. Et, donc, on a fait toutes sortes de choses comme ça. À un moment donné, quand on a rejoint la fédération, à un moment donné, le groupe est devenu très bureaucratique. Il y avait toutes sortes de personnes à ce moment-là qui avaient trouvé qu'ils pouvaient se faire de l'argent. Les fédéraux envoyer toutes sortes d'argent pour des projets de ci, des projets de là. À un moment donné, il y avait 8 ou 9 employés qui travaillaient dans les bureaux. D'une façon, c'était bien parce qu'on avait dû se procurer toutes sortes de choses, comme des machines à écrire, toutes sortes de choses. Alors, on a développé un centre bureaucratique aussi bien que social, mais le social avait tombé un petit peu à ce moment-là. Donc. Et on parle, en quelle année est-ce que ça a commencé? Dans ces années, ça c'était dans les années 80, je pense, oui. Et les tout débuts de l'association francophone, 78? Oui. Ça c'est quand on s'est incorporé avec la fédération. Mais il me semble qu'on avait travaillé un petit peu avant ça. Quels ont été les défis les plus grands à relever pour toute cette aventure, en fait, qui est de construire quelque chose de complètement nouveau dans une communauté? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été plus difficiles, des moments plus difficiles? Bien, au début, on trouve qu'il y a 5 personnes qui font tout le travail et c'était difficile de trouver de l'aide pour... après un bal, par exemple, une danse, il fallait de l'aide pour remettre les chaises. C'était toujours nous autres qui étaient prises avec le travail. Enfin, mais les gens s'impliquent, ils viennent, mais ils ne s'impliquent pas vraiment à aider parce qu'ils ont leur vie, ils sont occupés. Et je comprends ça parce que bon, j'avais une carrière à ce moment-là, j'étais enseignante, j'avais 4 enfants, donc... et en plus de ça, on faisait aussi le centre. Alors, on était très occupés, très occupés. Ils ont quel âge maintenant, vos enfants? Oh, je n'ose pas le dire. Ils ont... L'aîné a 59 et l'autre le plus jeune a 47. Et donc, vous avez des petits-enfants, j'imagine? Oui, j'en ai 4. Mais eux aussi, ils sont dans les trentaines et j'en ai une la plus jeune, a 19 ans. Est-ce qu'ils parlent français? Elle est à Victoria. Ma petite fille parle français et espagnol. Elle est trilingue. Quand sa mère... Je peux parler de ça? Oui. Quand sa mère ma fille est une chanteuse d'opéra. Et on est allé partout dans le monde. Quand elle est née, moi j'ai pris ma retraite. Et nous sommes allés dans tout le monde chanter partout. Et on a décidé que moi je lui parlerais français et elle lui parlerait anglais.
Son mari l'avait quitté à ce moment-là, donc elle était seule et c'était facile. Elle parlait anglais, moi je parlais le français. Et comme j'étais là tout le temps, dans tous ces voyages, je l'ai même enseigné ses premières classes. C'était moi qui les ai enseignées jusqu'à ce qu'elle était en 3e année, oui, en voyage. Donc elle parle très bien le français et l'espagnol. Elle a été 6 mois en Espagne. Oui. 2 mois. C'est pas banal, quand même, faire le tour du monde avec une fille chanteuse d'opéra, c'est assez rare. Oui. Et la petite était bébé à ce moment-là, donc oui. Oui, on est allé partout. Et est-ce que vous avez des beaux souvenirs, des moments particuliers de ces années de la société francophone et de ce que vous avez fait ensemble? Oh oui, bien sûr. C'était un plaisir chaque fois d'aller à la soupe pour un programme qui s'appelle Mange, Jazz, Jazz. Alors tous les vendredis, les gens se ramènent autour de la table au centre francophone et on parle. Nous avons une bénévole fantastique qui fait la soupe toutes les semaines, Pauline Bélanger, qui était ma meilleure amie, elle était là depuis le début. Elle était, je me rappelle, je suis allée la voir, je la connaissais pas, mais elle a enseigné le français à 2 jumelles que nous connaissions qui jouaient avec nos enfants à nous. Alors je suis allée la voir et je me rappellerai toujours qu'elle disait ah non, moi je ne m'implique pas, je travaille derrière les coulisses. Je lui rappelle ces mots-là très souvent parce que là maintenant elle est le pilier de l'association vraiment, plus que moi parce qu'elle habite là. Elle est toujours là, elle a perdu son mari aussi, elle est très souvent à l'association et elle fait la soupe tous les samedis, tous les vendredis et elle était notre secrétaire pendant des années, parce que personne ne pouvait le faire aussi bien qu'elle. Alors, c'était elle le pilier de la communauté. Là, oui. J'imagine que Mange, Jaja, ça vient de l'émission québécoise de l'époque Parle, Jazz. Ah, je ne sais pas où ils ont trouvé ça, mais... C'était c'est comme ça qu'on appelle quelles années ça. Ils ont donné le nom? Je pense que c'est il y a quelques années seulement, 2-3 ans. Peut-être, parce qu'on avait une émission qui était très, très populaire. Parle, Jazz, avec Réa Giguère. Oui, si c'est Mange, Jazz. Oui, ça a l'air d'être inspiré. Et si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez apparaître pour la communauté francophone de Campbell River? Plus de membres. Vous êtes combien en ce moment? Membres. Je pense que nous sommes dans les 80, parce que les 80 fidèles qui sont inscrits. Mais comme je dis, nos sessions, elles sont ouvertes à tout le monde, même les anglophones, les anglophiles. On a dû ajouter des tables parce que nous sommes quelquefois, je pense qu'on a atteint une trentaine à nos Mange, Jazz, Jazz. Ce sont des gens qui veulent venir parler français et puis alors il y a tous les fidèles qui vont toutes les semaines. Est-ce que les âges varient? Est-ce que vous avez des étudiants? Oui, beaucoup d'étudiants, oui. Il y a des étudiants. D'ailleurs, nous avons des programmes avec les étudiants. On vient d'en avoir un où c'était avec Radio-Canada, où on nous interviewe. On a appris à interviewer les gens. Et plutôt les jeunes ont appris parce que bon, nous autres, on n'était pas vraiment intéressés à interviewer des gens. Mais les jeunes ont appris à faire ça, alors ils nous interviewaient et nous avons passé même à la Radio-Canada. C'était un très beau projet qui avait pris plusieurs semaines. Donc on se voyait très souvent à l'association, les jeunes et les aînés. C'était un projet entre les jeunes et les aînés. Et on parle d'étudiants de quel âge? Pour ce secondaire. De l'âge secondaire. Oui. Donc vous travaillez en 10e, collaboration 11e, avec les écoles. Oui. Nous sommes beaucoup en collaboration avec les écoles, même avec l'école primaire.
Ils font beaucoup de choses ensemble, oui. Donc, ça devient un projet de conservation de langue, mais aussi Oui. d'échange intergénérationnel. Oui. Et puis, pendant très longtemps, nous avons aussi eu une garderie au centre francophone. C'était une partie du centre où il y avait deux profs et une assistante, je pense, oui, quelque chose dans genre là en tout cas. Mais il y avait plusieurs élèves qui apprenaient le français à l'âge de 3, 4, 5 ans. Oui. Et est-ce que, je sais, à Victoria, la société francophone, au départ, était très, très liée avec la paroisse. On a une paroisse francophone. Oui, comme vous avez contacté le curé, est-ce que c'est la même chose ici? Ça a été ça? Je ne pense pas, parce que je ne sais pas pourquoi, mais nous avons quitté la ville on était déjà ici en 1978, donc on est venu en 1970. Alors, je ne sais pas ce qui se passe au niveau de l'église là-bas. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de collaboration. Est-ce que vous avez une église francophone, la messe en français ici ou pas? Non, d'accord. Non. Je pense qu'il n'y a pas assez de francophones, je pense, pour faire ça. Non. Et qu'est-ce qui resterait à faire encore à Campbell River? Qu'est-ce que vous voyez pour la société francophone peut-être dans 50 ans? Dans 50 ans. C'est difficile à dire. J'imagine qu'il y aura de plus en plus de francophones qui se joindront à la communauté. Je ne sais pas s'ils vont rejoindre les centres francophones, s'ils auront besoin de nous ou non. Ce serait bien d'avoir un lien avec ces gens-là, mais on n'a pas tout le monde. Il paraît qu'il y a 500 familles, ou qu'il y avait 500 familles francophones. Moi, je ne me rendais pas compte qu'il y avait autant de familles francophones à Campbell River. Mais je pense qu'ils comptent les alentours aussi. Parce que c'est impossible. Ce n'était pas une grande ville. Et quand vous repensez à toutes ces années, l'implication que vous avez eue dans cette communauté-là, les choses que vous avez faites comme enseignante, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier maintenant? Maintenant, le fait que le centre existe encore et qu'il devient de plus en plus vibrant. Je trouve qu'il y a beaucoup de vie dans ce centre et notre directrice est fantastique. Elle est incroyable. Jeanne, vous la connaissez? Pas encore, je vais la rencontrer. Elle est fantastique. Elle est vraiment incroyable. Elle est dévouée, dédiée. Elle est très très bonne. Très donc, intelligente. Et plein de dynamisme. Oui. Il y a beaucoup de choses à faire, oui. Il y a toujours beaucoup de choses à faire, on n'a jamais fini, non. En fait, c'est ce que je vois de tous les gens que j'ai interviewés jusqu'à présent. La fierté est toujours dans la continuité. Oui, c'est ça, oui. De voir que ce qu'on a commencé, qu'il y a des gens qui suivent et qui continuent, c'est... Oui. Non, c'est bien, la relève a été très bonne avec nous parce que ça a continué et on a toujours un conseil d'administration qui est très intéressé. Et, moi, il y a longtemps que j'ai quitté, évidemment. À mon âge, j'ai trop d'autres choses dans lesquelles je suis impliquée, mais j'y vais finalement assez souvent, 3-4 fois par mois. Je vais à la soupe et je les rencontre tous. Et puis, toutes les rencontres, quand je peux, j'y vais. Parce que c'est assez loin quand même. C'est à 25 km d'ici, donc oui, je n'aime pas de conduire le soir, alors ouais. Bon, merci beaucoup Yvette pour cet entretien qui moi m'a fait découvrir, parce que je ne connaissais pas du tout la vie des francophones de Campbell River et je suis sûre que tous les gens qui écoutent, ce sera la même chose pour eux. Oui, je me suis fait beaucoup d'amis en fait, parce que je n'en connaissais aucun et maintenant j'en connais beaucoup. De bonne continuité. Merci. Ici Annie Poirier au microphone, à la technique Gérald Monpetit et Stéphane Lapierre à la gestion de projet. Un merci tout spécial à tous ces gens merveilleux qui m'ont accueilli chaleureusement, ainsi qu'aux associations francophones de la province pour leur appui et leur travail exceptionnel.